Je vous propose de plonger directement dedans. Qu'est-ce qu'un psychédélique? Quels sont les effets classiques? Et quelle est la différence avec les autres drogues? Puisque le terme drogue est quand même assez large, on comprend des choses qui offrent des expériences totalement différentes. Et alors, qu'est-ce qu'un psychédélique? Souvent, on parle de psychédélique classique, et dans cette catégorie, on regroupe toutes les substances qui sont des agonistes au récepteur 5-HT2A, donc un récepteur sérotoninergique. Donc, c'est-à-dire que c'est des molécules qui sont psychotropes, hein, qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, donc rentrer dans le cerveau, et ensuite elles vont aller se fixer en récepteurs postsynaptiques, donc sur ces fameux récepteurs sérotoninergiques, pour mimer l'effet de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui est naturellement produit dans le cerveau. Et en se fixant sur ces récepteurs sérotoninergiques, elles vont provoquer tout un tas d'effets psychologiques qui vont durer entre 4 et 12 heures selon la substance et aussi le mode d'administration, hein, ça peut être beaucoup plus court. Après les effets sont assez difficiles à décrire, je pense, parce qu'on dit souvent que ce sont des effets qui sont très variables d'un individu à l'autre, mais aussi chez un même individu qui va faire plusieurs expériences psychédéliques. Parce que comme pour les autres substances, mais peut-être encore plus, les facteurs extra-pharmacologiques jouent un rôle essentiel. Notamment, on parle souvent du set and setting. Donc le set, c'est l'état d'esprit de la personne au moment où il consomme le psychédélique. Alors état d'esprit, c'est très large. Ça peut être, comment il se sent à ce moment-là, mais aussi quelle représentation il a de la substance, quelles expériences de vie il a fait la semaine précédente, par exemple. Tout ça va venir influencer le voyage, si vous voulez. Ensuite, c'est vrai, on parle parfois j'entends des chercheurs parler de psychédéliques non classiques. Ils incluent la kétamine et la MDMA, qui ont quand même une action pharmacologique et des effets subjectifs un petit peu différents, hein. Bon, pour revenir sur les effets des psychédéliques, souvent on lit dans les articles, ils altèrent la conscience de soi, la perception et les émotions. Voilà, après, il y a d'autres auteurs qui parlent d'amplificateurs non sélectifs, c'est-à-dire qu'ils vont exacerber, ils vont amplifier les phénomènes psychologiques. Un peu comme si toutes les perceptions étaient branchées et mis à 11 en termes de puissance, quoi. On pourrait dire ça, on pourrait dire ça, effectivement. Oui, alors c'est donc il y a les visuels, hein, qui peuvent apparaître, mais pas chez tout le monde. Les yeux ouverts, les yeux fermés. Les émotions qui vont être exacerbées, ça peut être autant positif que négatif, et la conscience de soi effectivement qui va être modifiée à plusieurs niveaux, hein. La conscience de soi, il y a plusieurs consciences de soi si vous voulez, mais l'individu peut avoir ce sentiment de fusion avec son environnement, hein. Cette impression d'être séparé de l'environnement peut diminuer. On parle aussi, beaucoup alors certains parlent d'un état de conscience augmenté, mais ça se discute, mais effectivement, les usagers, les patients, parfois rapportent que leur répertoire de pensées et d'émotions était augmenté. Donc ils avaient l'impression de vivre, des émotions plus intenses ou plus subtiles ou différentes en tout cas, et de prendre des perspectives différentes sur, leurs problématiques, d'autres manières d'envisager les choses. Également, certaines personnes rapportent, des modifications, en tout cas des questionnements sur des questions métaphysiques comme la nature de la réalité. Et ces changements durent uniquement le temps du voyage? C'est-à-dire qu'ils prennent la substance pendant les 6 8 heures, ils vont avoir toutes ces expériences et après ils en ressortent et du coup, il va forcément leur rester qu'un souvenir, voire je suis même pas sûr, est-ce qu'on se souvient de l'expérience? Ou est-ce qu'on a juste des petits moments brefs comme ça? Alors, en général, les personnes s'en souviennent. Je me souviens d'un papier de Rick Doblin qui a refait passer des questionnaires, pour essayer d'évaluer les expériences psychédéliques de personnes qui en avaient pris, lors d'une expérience, l'expérience du Vendredi saint. Il leur a refait passer les mêmes questionnaires, je crois 20 ans après ou des années après, et les scores n'avaient pas changé. Donc, je ne sais pas si c'est une indication pour dire que, on garde un souvenir authentique de l'expérience, mais oui, les gens en tout cas sont capables de raconter, les phénomènes qu'ils ont expérimentés pendant leur session psychédélique. Après, vous savez les souvenirs, c'est constructif. Il y a une reconstruction du souvenir tout le temps, hein. Même les souvenirs, qu'on vit dans un état de conscience normal, hein, ils vont être remodelés de manière à être cohérents avec, notre représentation de nous-mêmes, notre représentation du monde. Donc voilà, un souvenir n'est jamais une copie exacte de l'épisode qui a été vécu.
Surtout que je peux imaginer qu'avec une expérience qui est difficilement descriptible avec le langage, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment les mots pour expliquer ce qui se passe, est-ce que justement quand la personne revient dessus, se rappelle, mais qu'on lui demande de mettre des mots dessus, est-ce que justement ça va venir réduire l'intensité du voyage et peut-être du coup enlever certains bénéfices? Est-ce que du coup parler de ce qui s'est passé réduit l'impact de ce qui s'est passé? Je ne pense pas, au contraire. Alors, dans une psychothérapie assistée par psychédélique, ceux que j'en connais, en tout cas certains font ça, juste après, le voyage. En général, on évite de verbaliser. On évite de verbaliser. On peut proposer un support artistique. La personne peut dessiner, ça peut être un mandala ou ça peut être une feuille blanche, hein. Je sais que certaines personnes aiment les mandalas, d'autres préfèrent les feuilles toutes blanches. Mais voilà, juste après le voyage, on évite de verbaliser. Par contre, le lendemain, le surlendemain, une semaine après, je pense que c'est même bénéfique de poser des mots sur ce qui s'est déroulé pendant la session. C'est ce qu'on appelle l'intégration, essayer de créer des liens entre les phénomènes psychologiques qui sont produits et les problématiques de la personne, problématiques de la vie quotidienne et ensuite on se sert de ça pour, essayer d'induire des changements positifs à long terme dans le comportement. Et justement, là, j'ai l'impression de comprendre que le but, ça va essayer de profiter du changement créé par les psychédéliques, après l'expérience, pour essayer d'aider le patient à redéfinir sa vie dans la direction dont il a envie d'aller, pour éviter de retomber dans les mêmes patterns. Exactement, c'est accepter ses émotions négatives de manière à ne pas se détourner de ce qui compte vraiment pour nous dans la vie. Et toujours viser la flexibilité. C'est-à-dire, on a parlé de spiritualité tout à l'heure. Encore une fois, la spiritualité, elle peut être elle est accueillie, mais on va encourager en fait, ça sert à rien de remplacer des représentations rigides par de nouvelles représentations opposées, mais tout aussi rigides, hein. Toujours, voilà, cultiver cette flexibilité. Et comment est-ce que cette flexibilité, elle se retranscrit au niveau neuronal? Est-ce que c'est des connexions qui s'allègent, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de connexions plus nombreuses et donc, entre guillemets, plus «d'entropie» dans le cerveau? C'est-à-dire qu'on aurait plus de possibilités et on voit concrètement, nous, plus de possibilités dans la vie plutôt que, la personne dépressive qui pense que, bon, bah, elle est dans cet état, elle l'a toujours été et elle le sera toujours et donc là, après ça, elle peut voir d'autres possibilités dans sa vie. Alors oui, effectivement, la flexibilité dont je vais parler, qu'on observe dans le comportement, il y a des travaux qui suggèrent qu'on l'observe aussi également dans le cerveau. C'est-à-dire notamment dans la dépression, il y a ce réseau, dont on a beaucoup parlé, il n'y a pas que lui, hein, mais le mode cérébral par défaut. Le mode cérébral par défaut, c'est un réseau de régions neuronales qui est plus activé quand le sujet ne fait rien, en fait, comparé à quand il est orienté dans une activité, dans une tâche. Ou alors qui est plus activé, qui s'active quand on fait de la référence à soi. On met la personne dans l'IRM, on lui montre un adjectif, par exemple, à quel point cet adjectif te définit. Et quand il fait cette tâche, on voit le réseau par défaut s'activer. Donc on pense que c'est le réseau d'une certaine forme de conscience de soi, qui pourrait être ce qu'on appelle le self-narratif, hein, le soi-objet si vous voulez. Et chez les patients dépressifs, il semblerait que ce réseau soit suractivé ou que les connexions entre les régions de ce réseau soient plus fortes que chez des personnes qui ne sont pas, dépressives. Et les psychédéliques vont vraiment perturber l'organisation neurofonctionnelle à l'intérieur de ce réseau. Donc il y aura moins d'activité neuronale et la synchronicité, si vous voulez, des activations neuronales entre les régions de ce réseau va être perturbée. Et comme on pense que ce réseau, donc le réseau de la conscience de soi, on pense que c'est peut-être le chef d'orchestre aussi des autres réseaux neuronaux, il y a des régions cérébrales qui d'habitude n'échangent pas d'informations entre elles, qui vont se mettre à échanger des informations entre elles. Donc là, je reviens un petit peu à cette augmentation du répertoire de pensée. En fait, vous avez parlé d'entropie, mais c'est ça, les représentations de la personne sur lui-même et sur le monde agissent un petit peu comme des filtres, hein, sur sa conscience, parce qu'il se sert de ces représentations pour faire des prédictions. Voilà, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Donc s'il pense, je simplifie, hein, mais s'il pense que le monde est mauvais, qu'il n'a aucune valeur, il va prédire, il va faire des prédictions sur les événements qu'il va rencontrer sur la base de ces représentations-là. Et après, il va filtrer un petit peu, il va donner plus de poids aux informations qui confirment ces prédictions et passer un peu sous silence ou donner moins de poids ou réinterpréter les événements qui allaient à l'encontre de ces prédictions. Tout ça pour limiter l'entropie, hein, comme vous avez dit, c'est-à-dire en fait, c'est adaptatif parfois, hein, et c'est ce qui nous donne l'impression de comprendre notre monde. Hein, c'est voilà, je comprends mon monde. Je ne suis pas surpris, quoi. Mais quand les représentations sont pathologiques ou ont trop de poids,
Ça va conditionner des biais cognitifs, des schémas, répétitifs. Souvent, on donne l'exemple, c'était Mendel Kaelen qui avait proposé cet exemple-là. Il dit: «Voilà, vous êtes un skieur en haut d'une piste rouge, il y a déjà des voies toutes tracées» et ça, c'est un petit peu les voies qu'emprunte l'énergie neuronale, on pourrait dire, et ce qui détermine quelles vont être vos pensées, vos émotions. Les psychédéliques, c'est comme s'il neige sur la piste, on passe la dameuse et vous pouvez emprunter tout plein de chemins différents, explorer d'autres états de conscience, d'autres pensées, d'autres émotions, d'autres perspectives.